J'ai salué Fiorella Sassanelli, professeure de déchiffrage au Conservatoire d'Uni de Matera, qui va nous parler sur Brassens, mélodiste des poètes choisis, au carrefour de l'histoire de la musicologie. Merci Stella, merci à tout le monde, surtout mes profonds remerciements à Mirella Conenna qui a été ma professeure à l'université et à laquelle je dois désormais il y a plusieurs années la rencontre et la fascination pour la musique de Georges Brassens. Et merci à tous les organisateurs de ce colloque pour l'honneur de cette journée. Donc, pourrait-on dire que la mélodie française embrasse les chansons de Georges Brassens, musicien et poète lui aussi? L'idée de cette question, qui peut sembler une provocation, m'est venue en regardant le programme de ce concert. Autour de la mélodie française, proposé en 2015 à l'intérieur d'un programme de recherche artistique qui a parmi ses promoteurs l'Université Jean Jaurès de Toulouse et qui affiche au programme des compositions de Fauré, Honegger, Ravel, Léo Ferré bien sûr et Brassens, avec Marquise et Dans l'eau de la Clairefontaine. Avant de répondre à la question, permettez-moi de préciser la signification du titre de mon exposé. D'après la définition du dictionnaire Larousse, une mélodie est un ensemble de sons successifs de hauteurs variables ayant entre eux des rapports tels que leur perception globale soit capable de satisfaire à la fois l'intelligence et la sensibilité. Cela dit, en musique, le terme mélodie identifie également un genre musical, celui de la mélodie française, un genre qui n'existe nulle autre part, sauf en Allemagne, où le mot trouve presque sa correspondance dans celui de Lied. On dit presque, car si le Lied récent, et je cite le dictionnaire Larousse de la musique, dans sa structure, sa simplicité de la chanson populaire, la mélodie française, genre raffiné, tend à couper ses racines avec la chanson populaire, et même avec la romance dont elle est issue. Même en Italie, le berceau du chant et du bel canto, aucune forme musicale ne correspond pas à ce que la mélodie française représente. La traduction littérale du mot melodia en italien ou melody en anglais se réfère à une succession de sons au caractère cantabile, n'importe qu'elle soit chantée ou jouée par un instrument. C'est là la différence. La mélodie française est conçue exclusivement pour la voix, à partir d'un texte poétique dont la valeur est reconnue, par exemple par le prestige de son auteur et avec lequel elle établit une connexion profonde. Un usage pertinent de l'harmonie et un bon choix de la forme d'accompagnement vise à offrir, je souligne, une traduction sonore de la suggestion du texte poétique. Tout au long du XIXe siècle, quand la mélodie française se développe, au contraire de la France et de l'Allemagne, l'Italie a inscrit la pratique vocale à l'intérieur des théâtres, concentrée exclusivement sur l'opéra. Les compositeurs font ainsi recours à des auteurs de livrets qui acceptent volontiers de sacrifier leur vers à la primauté de la musique. Il suffit de lire à ce propos la correspondance entre Giuseppe Verdi et ses librettistes. Dans l'absence donc d'un véritable équilibre entre invention poétique et invention musicale, les romances ou les airs, les aries dont le répertoire italien est si riche ne peuvent pas pourtant se considérer l'équivalent des mélodies. Sur le plan instrumental, la mélodie française naît pour une formation réduite de chambre. Plus généralement, il s'agit du duo voix-piano. La nature assez cultivée de ce genre musical et son développement ressentent d'un système socioculturel qui a son épicentre dans le salon de musique, lieu de rencontre privilégié des arts, des artistes et des mouvements auxquels ils adhèrent. La mélodie, avec l'intime correspondance entre images sonores et musique des mots, est l'une des métaphores artistiques les plus réussies et immédiates de l'idée même des salons artistiques. Je veux seulement faire un bref excursus historique pour donner le contexte de cette pratique
Et l'année 1841 marquerait la naissance de la mélodie française, c'est toujours le dictionnaire Larousse, avec la publication du cycle Les Nuits d'été de Berlioz sur 6 poèmes de Théophile Gautier. Et ce cycle est caractérisé par une remarquable ampleur lyrique et aussi par une ligne mélodique raffinée et complexe. À partir de ce moment, la mélodie française s'enrichit grâce aux compositions de Charles Gounod, auteur d'environ 200 mélodies, suivant sur des textes de grands romantiques lyriques Hugo, Lamartine, de même que Saint-Saëns, alors que Fauré ou Debussy préfèrent une poésie plus ampère et moins tonitruante. Les poèmes de Verlaine reviennent souvent chez les deux compositeurs. À travers Bizet, Massenet, Franck, Chabrier, Lalo et plus tard Roussel, la mélodie française voyage jusqu'à Ravel, Satie et Poulenc, où le texte parfois n'est que prétexte phonétique. Poulenc en particulier aime aborder les poètes contemporains Apollinaire, Éluard, Louise de Vilmorin. Revenons donc à la question posée en ouverture. Pourrait-on dire que la mélodie française embrasse les chansons de Georges Brassens, ou mieux que Brassens soit un traducteur sonore fiable des poètes qu'il choisit? Nous essayerons de répondre à la question en concentrant l'attention sur les chansons que Brassens a composées à partir de textes qui ne sont pas à lui. Dans les années 1949-50, même si le musicien ne le dit pas ouvertement, il commence à douter de son talent d'écrivain et il va en parler dans ses lettres à Toussaint. Et il conclut que ce qu'il avait à dire, d'autres l'ont déjà écrit d'une meilleure façon, et ce sont les poètes. C'est ainsi qu'à partir de 1953, Brassens met en musique 17 poèmes de poètes de toute époque, du plus ancien François Villon, en passant par le classique Corneille, le romantique Hugo, Lamartine, Musset, les modernes Banville, Verlaine, Nadeau, les maudits comme Corbière, Richepin, Moureau, ou les contemporains Aragon, Paul Fort, Francis Jammes, Antoine Paul. Ce choix suffirait-il à intégrer Brassens dans la catégorie des mélodistes, c'est-à-dire des compositeurs de mélodies ainsi dites? Brassens accorde sa préférence à des poètes de plusieurs siècles et n'offre aucun indice stylistique ou esthétique par rapport au choix littéraire. Les poètes, en effet, sont très différents l'un de l'autre, non seulement du point de vue de linguistique, mais aussi du point de vue de leur poétique. Comment ne pas remarquer entre eux la présence du symboliste Francis Jammes, un poète ouvertement croyant, et dont Brassens choisit le rosaire pour sa chanson La Prière. En 1916, une sélection du poème de Jammes Tristesse a été mise en musique par Lily Boulanger, une figure singulière de l'histoire musicale de la France. Lily Boulanger a été la première femme à remporter en 1913 le prix de Rome pour la musique, et son recueil de mélodies écrites à partir de 13 poésies de tristesse, le titre du cycle est Clairière dans le ciel, vous voyez ici le frontispice, dont elle réalise aussi une version avec l'orchestre, est l'un des témoignages les plus délicats et frappants de l'aventure de la mélodie française, touchant un point unique de raffinement stylistique et de profondeur d'âme. Non seulement la compositrice s'éteint à 24 ans après avoir laissé comme chef-d'œuvre majeur le psaume 130 du fond de l'abîme, pour chœur à 4 voix, soliste et orchestre, et après avoir dicté de son lit de mort un pied Jésus, qui sublime l'essence du requiem de Fauré, une composition définie par quelqu'un et une berceuse de la mort. Pourquoi se souvenir de Lily Boulanger en parlant de Brassens? Parce que les choix littéraires de Brassens conduisent partout et jettent des ponts et tissent des liens qu'on n'oserait jamais imaginer. Afin que cette étude se rattache mieux au contexte stylistique de la mélodie, je réduis mon analyse aux textes des poètes plus connus. En cherchant en effet dans la base de données de la BNF Musique les textes de Villon, Verlaine ou Hugo choisis par Brassens, on se rend compte que non seulement ces choix ne sont pas exclusifs à lui, au contraire, les textes reviennent sous forme de mélodies aussi d'autres compositeurs, mais souvent conduisent dans des contrées musicales très éloignées, et personnellement, je trouve cela très intéressant. Dans le cas à peine abordé de Jammes, le texte choisi par Brassens n'est pas celui choisi par Lily Boulanger, et pourtant, on est ébloui face au contraste entre la foi de la jeune compositrice et l'agnosticisme de Brassens. À vrai dire, ce n'est pas seulement question de ça. Lily Boulanger est la fille d'un compositeur de l'Académie et d'une princesse russe qui, entre 1905 et 1913, gère un salon de musique dans son appartement parisien près de l'église de la Trinité
au milieu duquel trône un imposant orgue cavaillé-colle joué par la sœur aînée, la célèbre Nadia Boulanger, qui a été aussi professeure de composition ici à l'École normale. Lili Boulanger vit une condition à l'opposé de celle de Brassens et proche à celle de la plupart des compositeurs du genre de la mélodie. À l'exception de Berlioz, tous les artistes du genre de la mélodie française sont des artistes reconnus du point de vue institutionnel. Fauré est professeur au conservatoire et ensuite nommé directeur de la même institution. Massenet et Gounod sont applaudis à l'opéra, pour ne pas parler de Debussy ou Ravel, dont la présence est demandée dans tous les salons de la Ville Lumière. Même leurs contextes socioculturels de provenance sont assez élevés. Ils ont tous suivi des cours académiques réguliers. Mais revenons encore à Brassens. Un an après la ballade des Dames du temps joadiste de Villon, Brassens enregistre, c'est le mois de novembre 1954, la chanson sur Gastibelza de Victor Hugo. Or, ce texte donne au moins 2 récurrences dans le répertoire classique. Gastibelza, le fou de Tolède, chanson d'Espagne, est le titre d'une mélodie pour voix grave de basse ou contralto et piano d'Hippolyte Montpou, organiste et compositeur au talent musical précoce qui débute son activité comme élève de l'institution royale de musique classique et religieuse fondée par Alexandre Étienne Choron et qui tourne ses intérêts vers le théâtre lorsque la Révolution de 1830 suspend les concerts de musique ancienne et ferme l'école Choron. Encore une fois, un texte choisi par Brassens conduit vers une personnalité qui semble n'avoir rien en commun avec Brassens, sauf l'attention pour un même texte poétique. Gastibelza ou le fou de Tolède est aussi le titre d'un drame lyrique en 3 actes. Ici, il y a des dessins du décor. Composé en 1847 par Aimé Maillard, élève au conservatoire dans les classes de composition et de violon, prix de Rome en 1841, pensionnaire à Rome à l'Académie de France et auteur dès le retour en France de 6 opéras, tous représentés à Paris. Un deuxième exemple. Le 17 janvier 1956, Brassens enregistre Colombine de Verlaine. Et ici, la base de données nous offre de quoi réfléchir, et sérieusement. Brassens met en musique le poème verlanien 45 ans après la composition d'une mélodie sur le même texte par la compositrice Poldowski et 31 ans après celle de Max Dollon. Probablement quelqu'un a déjà entendu parler de Max Dollon, qui a été professeur de composition lui aussi à l'école normale. La biographie de Dollon retrace celle de plusieurs compositeurs classiques de succès venant d'une famille aristocratique. Il est compositeur depuis l'enfance et suscite pour ça l'attention de Gounod, Saint-Saëns et Massenet. Élève au Conservatoire de Paris, il remporte le prix de Rome en 1897 et se consacre à l'opéra lyrique. Et il se bat pour revendiquer l'importance de l'éducation musicale dans le développement de l'individu et devient lui-même professeur de composition au Conservatoire de Paris à l'École normale, directeur de l'opéra comique. Donc, je vous propose, c'est 1 minute, écoutons la mélodie sur le texte de Verlaine. Entre le son, Pierrot qui descend le bus, franchit le buisson, Cassandre sous son capuce. Harlequin aussi, c'est égreffé si fantasque, au costume fou, séduisant sous son masque. Comme ça mi fa, doucement me va, richante. Il danse devant une belle enfant méchante, dont les yeux pervers, comme les yeux verts des chattes, battent ses appâts et disent « abat les pattes !» Qui vont toujours, fatidique cours des astres, oh, dis-moi vers quel monde et cruel désastre la cruelle enfant prestige devant ses jupes. L'arme son chapeau, conduit son troupeau d'adultes. Par contre, Poldowski est le pseudonyme d'Irène Regine Wieniawska,
quatrième et dernière fille du compositeur et violoniste polonais Henryk Wieniawski. Orpheline de père depuis l'âge d'1 an, elle est la seule parmi ses frères et ses sœurs à devenir musicienne, artiste cosmopolite. Elle naît en 1879. Elle nous a laissé plusieurs mélodies sur des textes anglais et français et des compositions instrumentales de chambre. En 1907, elle vient étudier la composition à Paris avec Vincent d'Indy, ayant pour camarade Erik Satie. Cette expérience influence son esthétique d'une façon nette et renforce une profonde affinité avec la poésie française, en particulier de Verlaine, dont elle met en musique au moins 22 poèmes. Sa musique était prise de l'atmosphère des salons et charge la poésie de Verlaine d'un sentiment romantique. Et je vous propose d'écouter maintenant sa mélodie dans un disque du contre-ténor Philippe Jaroussky consacré à Verlaine. Léandre le saut, Pierrot qui d'un saut de puce franchit le buisson, Cassandre sous son capuce, Arlequin aussi, cet aigre fin si fantasque, au costume fou, les yeux luisants sous son masque, dans pizza, pizza, tout ce monde va, rit, chante et danse devant une belle enfant méchante. Chante, car de ses poétise en bas et patte. Ils vont toujours fatidiques pour désastre. Oh, dis-moi, vers quelles bornes ou cruels désastres restez relevant sa jupe, la rose au chapeau conduit son troupeau de dupes. Les exemples, les noms et les divergences pourraient continuer à l'infini sans que cela mette en question le chiffre identitaire de Brassens et de ses chansons. Et le jeu risquerait de devenir stérile et inutile. Malgré tout, il inspire quelques considérations de caractère général. Brassens n'éprouve aucune crainte révérentielle par rapport à une pratique élitiste, c'est-à-dire celle de mettre en musique la poésie. Brassens, on le sait, ne suit aucun cursus musical professionnel, l'oreille musicale est tout pour lui. En plus, il n'a ni le temps ni l'envie de suivre des cours musicaux réguliers. À tous nos, par lettre, le 3 février 1949, il écrit « Ton Beethoven ne m'intéresse pas, que veux que je dise d'un dieu de la musique. D'ailleurs, l'orchestration me paraît peu compatible avec l'incantation. » Les thèmes que Brassens aborde sont multiples. L'amour, les femmes, la mort, la poésie, je parle à partir des poésies qui ne sont pas à lui. Le temps qui passe, les regrets, les souvenirs, la critique sociale. Quelles sont les raisons de son choix? Comme nous dit Paul Liégeois, c'est la langue. Il faut qu'elle chante, n'importe qu'elle soit légère ou dense ou crue ou poignante. Tous les poètes choisis par Brassens entretiennent des liens de familiarité avec la chanson. Certains ont salué le genre en introduisant le mot chanson dans les titres de quelques-unes de leurs œuvres, Hugo, Verlaine, Richepin. D'autres, tels Nadeau, ont écrit de nombreuses chansons. D'autres encore se sont réjouis de voir leurs poèmes transformés en chansons comme Aragon, Faure, Jam ou Paul. On a dit de la langue. Strictement lié à la langue, c'est le facteur rythmique. Et le texte verlanien, on l'a écouté dans la traduction sonore de Long et celle d'Irène Wieniawska, frappe pour sa rythmique vivace, qui se prête bien au style des chansons de Brassens, à son usage d'une mélodie très pointue et sans arpège ni mélisme. Brassens intervient souvent à ce sujet. Pendant une émission de 1999 avec Yves Duteil,
Il déclare « Je m'applique à décalquer la musique et la mélodie sur le texte, c'est-à-dire que je suis le rythme du vers. Je ne veux absolument pas disloquer, détruire le rythme du vers. Au cours de cette émission, Brassens déclame les vers de Victor Hugo, de Gastibelza, et il dit « Il faut partir de ça, et à partir de là, tu cherches les notes. » Et au cours de cette émission, il chante Gastibelza 3 fois, et chaque fois avec une mélodie différente. L'important, il dit, c'est mon point de vue, il y en a d'autres, mon point de vue, ce qu'on doit coller au rythme du texte. L'air lui-même, la mélodie elle-même, importe moins que le rythme. Et c'est l'aspect crucial, parce que réclamer que le rythme soit plus important que la mélodie nous éloigne des principes de la mélodie française proprement dite. En plus, c'est pour démentir notre hypothèse. On ajoute que Brassens utilise la même musique pour « Il n'y a pas d'amour heureux » de Ragon et pour la prière de Francis Jammes. Et il n'a aucune honte à admettre. J'ai mis un jour en musique les poèmes d'Aragon, Il n'y a pas d'amour heureux, et je me suis aperçu que le poème de Francis Jammes, La prière, avait le même maître et qu'elle marchait sur la même musique. Je chantais les deux à Patachou et elle a choisi la prière. Pour l'enterrement de Verlaine de Paul Fort, il reprend la mélodie qu'il avait composée pour sa chanson La marche nuptiale. Ce n'est pas par hasard ni par manque de créativité. Brassens a devant lui une mission précise. À différence des compositeurs cultivés qui choisissent les vers des poètes reconnus comme un défi de virtuosité poussé à l'extrême d'un art épris de raffinement et ritualité, Brassens choisit la poésie et la revêt d'une musique apparemment simple, afin qu'elle soit connue et aimée par un public qui autrement n'aurait aucune occasion de rencontre avec elle. Si les premiers, c'est-à-dire les compositeurs cultivés, entre guillemets, cherchent l'entente avec un public élitaire, l'autre tient à faire aimer les poètes, à rendre les gens avides de poèmes, curieux de poésie. La mélodie, la chanson sont des trucs pour la mémoire des gens communs. Ce n'est pas question seulement, à mon avis, de la différence de la condition sociale de départ. On connaît bien la biographie de Brassens. Malgré ça, la simplicité de son contexte familial ne lui empêche point un naturel héritage musical qu'il intègre d'une passion adulte pour la poésie. Combiner ces deux éléments pourrait presque suppléer au manque d'une formation régulière. Si Brassens reste à l'écart des circuits cultivés, c'est par choix, à mon avis, et non par manque d'opportunité ou de circonstances. Il insiste, je suis un musicien des mots. Les interprètes, parfois, poussés par un sentiment de dévotion avec les compositeurs auxquels ils se consacrent, forcent a posteriori la volonté des compositeurs. Et je pense, j'espère, que Brassens n'y verra aucun inconvénient si sa consécration de mélodiste et pas seulement de chansonnier lui a été reconnue par l'un des interprètes les plus raffinés dans le genre de la mélodie, Jaroussky. Et non sans quelque licence, la version de Jaroussky est plus serrée de l'original, presque 40 secondes plus courte, et dans son dialogue incessant entre la voix et le piano, avec les accords alternés du piano plus secs par rapport aux arpèges de la guitare, ne ferait mauvaise figure dans un salon de musique. Donc, je termine mon intervention en vous faisant écouter juste le début de l'original de Brassens pour comprendre la différence de la version de la traduction de Jaroussky. Pam 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 pam. Pom 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 pom. Ok, et maintenant il y a. Lui rendre le sou, Pierrot qui d'un sou de puce franchit le buisson, Cassandre sous son capuce. Le carrossier, c'était grave ainsi fantasque, au costume fou, les yeux luisants sous son masque. Do, mi, sol, mi, fa, tout ce monde va,
de ses appâts et disent papa, les pentes. L'enfant peut rester relevant sa jupe. La rose au chapeau conduit son troupeau de dupes. Pam, 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 pam. Merci. Merci beaucoup Fiorella pour la richesse et l'élégance de cette communication qui nous a tant appris et qui a été aussi un très beau dépaysement dans le temps, dans les musiques. Merci.